remercie aux organisateurs de ce forum philosophique de Monaco d'avoir trouvé une place dans la dense réflexion qui était proposée ces derniers jours et en particulier hier soir, une place au corps maternel. Ce film, mesdames et messieurs, que vous venez de voir, que j'ai créé pour la première rencontre internationale des psychanalystes de langue française sur l'expérience maternelle, suggère que le corps maternel est une polyphonie qui ne peut se dire qu'au singulier, en peinture, en musique, en littérature. Mon premier texte sur ce sujet, sous le titre Stabat Mater, des années 80, se compose de 2 colonnes qui coupent les pages à la verticale. À la gauche, en caractère gras, une écriture poétique, onirique, évoque la naissance de mon fils qui me ramène à la mienne, de mère en mère, de père en père, abolition du temps. Et à droite, une histoire succincte du culte marial que vous avez vu passer à l'écran. Depuis, j'écris aussi des romans dont chacun contient une facette maternelle. Au cours des millénaires, et nous l'avons vu sur le film, le singulier maternel fut le maternel des hommes, musiciens, artistes et poètes, très rarement des femmes. Désormais, beaucoup de femmes, notamment romancières, et je l'ai suggéré aussi à la fin du film, s'en emparent. Mais aujourd'hui, à cette rencontre, et je remercie encore de votre invitation, c'est la psychanalyste dans la mer que je suis qui va tenter une interprétation de ce que j'appelle la reliance maternelle, où on entend le lien que Charlotte a indiqué entre ce qui fut mien qui devient un autre, la dualité, mais aussi reliance, la confiance, mais aussi le religieux et comment non pas s'en débarrasser, mais l'innover en l'incluant dans les mutations sociales d'aujourd'hui. Je parle donc de l'érotisme maternel et son sens aujourd'hui sous ce terme de reliance. Cette tentative, cette ambition de penser l'expérience maternelle comme un érotisme serait-ce tout aussi scandaleux que de parler de sexualité féminine, parce qu'en général, on dit que l'érotisme des femmes, c'est l'amante, et avec la mère, il n'y a plus d'érotisme. Donc, en essayant de penser qu'il s'agit là aussi d'un érotisme, mais lequel, est-ce que je ne fais pas un scandale comparable à celui de Freud, qui scandalisait son temps et aujourd'hui encore en parlant de sexualité infantile? On peut le penser, tant les crises sociales flattent, et vous l'avez dit Charlotte, un maternel censé satisfaire tous les besoins. L'État lui-même serait maternel, on s'en félicite ou on s'en désole. Tandis que certaines approches psychanalytiques attribuent, je viens de le dire, la sexualité seulement à l'amante et ne laissent à la mère que le soin, insoutenable destin de la relation d'objet, comme on dit, transition du même à l'autre. Je propose donc de penser qu'il existe un érotisme maternel, que j'appelle donc la reliance, qui est une économie spécifique des pulsions, pulsions de vie, pulsions de mort, qui à la fois relie et différencie la psychosexualité de la mère et celle de l'enfant. Et pour aborder cette reliance maternelle, aussi implacable que fragile, nous allons traverser au moins 3 thèmes que je ne développerai pas, mais que j'espère néanmoins éclairer de ma réflexion. Le premier est le suivant. Les sciences de la vie et l'obstétrique maîtrisent chaque jour un peu plus l'énigme de la gestation, qui conférait naguère, du fait même que cette gestation était une énigme, un pouvoir à la mère, en même temps qu'un rejet angoissé et revendicatif de ce pouvoir. Et pourtant, malgré cette maîtrise technique, la fertilité féminine et la période de la grossesse constituent aujourd'hui encore
non seulement un pôle de fascination pour l'imaginaire, mais aussi un refuge du sacré. Pour la religiosité moderne, qui ne veut pas s'avouer comme religieuse, elle devient médiatique, spectaculaire, etc. Mais appelons-la pour la religiosité moderne, l'au-delà ne serait plus au-dessus de nos têtes, mais dans le ventre ou parfois dans le sein maternel. Vous devez toutes accoucher, vous devez toutes allaiter, etc., etc. On l'évoque souvent dans les magazines féminins. Être mère aujourd'hui nous confronterait aussi aux survivances du sentiment religieux mercantilisé. Deuxièmement, et parallèlement à cela, les difficultés de la prise en charge économique et personnelle de ce qu'on appelle la néothénie, c'est-à-dire le fait que nous, les humains, on est inachevés et que les petits ont besoin d'être accompagnés assez longuement en tant qu'enfants, en tant qu'adolescents et même tout au long de leur vie. Donc cette néothénie de l'espèce humaine engage la solidarité nationale. Et ceci est toujours en discussion. Congé des 2 parents, prime pour chaque enfant ou seulement pour le 3e, le débat est d'actualité. Être mère aujourd'hui nous confronte, donc vous l'entendez dans ce contexte, à l'embarras de la civilisation. Et je dirais plutôt l'embarras de la globalisation, peut-être à son impossibilité à résoudre politiquement les questions capitales de la procréation de l'espèce humaine. Enfin, 3e thème auquel j'aimerais que cette réflexion plus intime nous confronte, mon expérience comme présidente du Conseil national handicap m'a fait rencontrer de nombreuses mères courage, mères d'enfants handicapés, d'enfants en difficulté, en échec scolaire, en échec de socialisation. Chacun sait que ce sont généralement les mères qui assument et assurent en première ligne. Quelque abattue que soit une mère d'enfant en échec ou handicapée, elle reste une battante. Elle ne se désespère que pour cette dernière échéance après sa mort. Que se passera-t-il après ma mort? En tant que vivante et tant qu'elle est vivante, la mère est là pour garantir la vie au mieux et quelles qu'en soient les limites. Et puisque la célèbre crise des valeurs que nous traversons, paraît-il, mais qui en fait s'installe, n'en garde qu'une de valeur, qui emporte manifestement l'adhésion générale, c'est-à-dire la valeur vie, eh bien, je dirais que les mères courage apparaissent de nos jours comme la pierre angulaire d'une civilisation qui n'a plus de repères. Dans cet esprit, je me permets de saluer l'œuvre considérable, délicate et efficace de Son Altesse royale la princesse Caroline de Hanovre pour accompagner et sauver les enfants en détresse dans ce monde qui se délite en crise et guerre sociale avec l'AMADE, l'Association mondiale aux amis de l'enfance. Et donc, toujours dans ce même contexte, je prétends que dans le monde d'aujourd'hui, que je viens de dessiner à gros traits, il reste une place vacante. Il nous manque une réflexion sur la reliance maternelle, justement. Après Freud et Lacan, la psychanalyse se préoccupe beaucoup, et beaucoup d'entre vous le savent, de ce qu'on appelle la fonction paternelle. Sa nécessité, ses défaillances, ses suppléances, et j'en passe. Philosophe et psy semblent moins inspirés par la fonction maternelle, peut-être parce que celle-ci n'est pas une fonction précisément, mais une passion. Le terme de suffisamment bonne mère proposé par Winnicott, et Charlotte a un peu détaillé cette notion, la préoccupation maternelle fondamentale, eh bien cette vision qui s'est pourtant avancée davantage et autrement que Freud dans cet univers maternel, court néanmoins, me semble-t-il, le risque d'éviter la violence passionnelle de la reliance maternelle. Et je vais insister là-dessus. Je fais donc l'hypothèse que si la culture moderne, et notamment les médias, survalorisent les procréations dites assistées, c'est pour éviter d'avoir à s'interroger sur cette passion qu'est la reliance maternelle. La seule peut-être qui ne soit pas virtuelle et sujette aux manipulations spectaculaires, mais qui constitue
la conflictualité et de ce point de vue, le prototype du lien amoureux. Ce lien dont nous savons qu'il est le seul sacré, avec tous les guillemets que vous voulez, d'un monde moderne confronté aussi bien à l'inflation des religions qu'à leur déflagration. Je soutiendrai également que face à la complexité de cette passion, les mères elles-mêmes participent plus ou moins inconsciemment à son occultation. Elles préfèrent tirer les avantages de la sacralisation du ventre et du sein et de la commercialisation de l'enfant parfait, de l'enfant roi, plutôt que d'élucider les risques et les bénéfices que cette passion comporte pour elle-même, pour les mères, pour l'enfant, pour le père et pour la société. On comprendra par exemple qu'il n'y a pas d'autre façon d'accompagner les épreuves biopsychologiques, biophysiologiques aussi, économiques et idéologiques de la maternité auxquelles je fais allusion, que de tenter d'affronter les ambiguïtés de cette passion, de cette reliance. Pourrions-nous déplacer le déni de la passion maternelle, qui se manifeste dans le traitement biologique, social et médiatique de la maternité, par une exploration avertie des risques et bénéfices de cette expérience? Telle est la question que la maternité pose, me semble-t-il, aujourd'hui, à mes yeux de mère, de psychanalyste et d'écrivain, et j'essaierai donc de vous convaincre que la maternité n'est pas un instinct, qu'elle ne se réduit pas non plus au désir d'enfant, mais qu'elle est une reconquête qui dure toute la vie et au-delà. Je dis que la reliance est une passion au sens d'une expérience biopsychique, où les émotions, c'est quoi les émotions? C'est l'attachement et l'agressivité. Donc les émotions d'attachement et d'agressivité au fœtus, au bébé, à l'enfant, se transforment en amour, c'est-à-dire en idéalisation, projet de vie, dévouement, etc. Avec son corrélat, la haine, plus ou moins atténuée. La mère est au carrefour de la biologie et du sens, et cela dès la grossesse. Qu'elle soit désirée ou non, la grossesse est un état d'urgence de la vie, dans lequel la reliance maternelle débiologise le lien à l'enfant, sans pour autant se détacher complètement du biologique, car l'agrippement et l'agressivité sont toujours déjà en voie de sublimation. Cela commence par la passion de la mère enceinte pour elle-même. Il s'agit d'une elle-même au narcissisme tout à fait renforcé et en même temps déstabilisé. La femme enceinte est en perte d'identité puisque, à la suite de l'intervention de l'amant-père, elle se dédouble en abritant un tiers inconnu, un pré-objet informe. Autrement dit, dominée par le narcissisme, je suis pleine, enfin. Cette passion maternelle initiale est structurellement triangulaire, père, mère, enfant. Il n'en reste pas moins que le regard absent ou incurvé des madones à l'enfant que vous avez vu tout à l'heure de la Renaissance italienne et en particulier chez Giovanni Bellini par exemple, ce regard incurvé qui ne regarde pas en face du côté du peintre mais quelque part ailleurs, manifeste ostensiblement ce que beaucoup d'entre nous savent, à savoir que la femme enceinte regarde sans voir. Elle ne voit ni le père ni l'enfant, elle est ailleurs. À cette première relation où elle se concentre sur elle-même, sur un elle-même, sur un soi-même qu'elle cherche, qui est invisible, pour lequel elle va essayer de trouver d'abord de la tendresse puis des mots. À cette première étape de la relation, tournée vers le dedans, succède la passion de la mère pour le nouveau sujet que sera son enfant, à condition que l'enfant cesse d'être son double à elle, à condition que la mère s'en détache pour lui permettre de devenir un être autonome. Cette notion, j'insiste beaucoup, d'expulsion, de détachement est essentielle. On a parlé hier soir du désir qui est constitué par la séparation et dans la séparation. Et on y est dès la naissance. Détachement, expulsion pour constituer un être autonome. C'est dire que le négatif habite d'emblée la passion maternelle et que cet apprentissage de la relation à l'autre qu'est la maternité, dans cet apprentissage, la mère réalise deux tendances de la pulsion, à la fois
une grande intensité de la pulsion. C'est ce que Melanie Klein appelle l'identification projective, dans laquelle le sujet s'introduit dans l'autre pour le nuire, pour le posséder, pour le contrôler. Et cette identification projective, ça concerne l'enfant qui s'introduit dans sa mère pour la contrôler, pour la posséder, mais aussi la mère s'introduit dans l'enfant pour le posséder, le contrôler et s'en débarrasser, aussi se poser elle-même. Et en même temps, donc il y a cette violence de la fusion possessive, et de l'autre côté, il y a l'inhibition de la pulsion quant à son but de possession et de jouissance, qui permet à l'affect de se muer en tendresse, en soin et bienveillance. Et cette ambiguïté est perpétuelle. Au risque de choquer certains, je dirais que sans une expérience optimale de la reliance maternelle biface, repli narcissique, puis il y a l'objet par identification projective sublimée en tendresse, eh bien, sans cette complexité, cette intensité biface, le sujet femme atteint difficilement un rapport à l'autre sexe et plus généralement à l'autre. Un rapport à l'autre qui ne soit pas pure osmose et émotion osmotique, attachement, adversité, je suis toi, tu es idéal, moi je suis idéal, ou pure indifférence. Donc il nous faut cette expérience de la maternité pour que le lien amoureux ne soit pas idéalisé ou disparaissant dans les différences. Je précise que j'entends la reliance maternelle avec ses ambivalences, bien sûr, non seulement comme propre à la génitrice, mais au sens structurel de l'expérience maternelle. Je vais dire par là qu'il n'est pas exclu qu'un travail analytique, auto-analytique ou sublimatoire conduise une femme qui n'a pas été enceinte, qui n'a pas accouché, à vivre réellement la reliance maternelle, par l'adoption, par le recours à une mère porteuse ou à d'autres inventions techniques à venir, ou bien, sur un autre registre, à vivre cette reliance maternelle dans son intensité et ses ambiguïtés, dans les liens de soins, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans les liens du couple, voire dans ceux de la vie associative et politique. Pour le plus grand nombre, cependant, et à l'étape actuelle de notre civilisation, avant l'utérus artificiel, Dieu nous en garde, c'est la reliance maternelle de la génitrice qui demeure cependant le prototype de la complexité du lien amoureux. Freud était convaincu, je le cite, qu'aimer son prochain soi-même est une illusion, un vœu pieux des évangiles. Un tel amour ne serait possible que pour saint François et les rares mystiques comme lui. Je prétends, quant à moi, qu'aimer son prochain comme soi-même revient à cette énigme, peut-être plus obscure encore que le mystère de la gestation, à cette énigme qu'est la suffisamment bonne mère. Ce qui permet justement à l'enfant de créer, grâce à la reliance maternelle, tendresse mais aussi séparation, cet espace transitionnel qui permet de penser. Sur le plan culturel, je constatais que le génie féminin, on a parlé tout à l'heure de mon travail, je me suis consacrée de longues années à ce que j'appelle le génie féminin à travers l'expérience de 3 grandes femmes du siècle dernier, Hannah Arendt, Melanie Klein et Colette, dont certaines, comme par exemple Hannah Arendt, n'ont pas eu l'expérience de la maternité, et d'autres, comme Colette, étaient des mères terribles. Mais dans tous les cas, cette expérience du génie féminin témoigne de la présence d'un lien à l'objet, c'est-à-dire l'objet enfant, mais tout sujet à partir de là, ceci dès les débuts de la vie psychique. Chez toutes les 3, cette préoccupation de l'altérité la plus modeste est présente dès leurs premiers travaux et dans leur vie elle-même. Donc, contrairement à la postulation par Freud d'un narcissisme sans objet à la naissance, on serait, nous tous vivants, enfermés en nous-mêmes à la naissance, il n'y a pas de relation à l'autre, ça se construit beaucoup plus tard. Et contrairement à ce que Hannah Arendt va appeler le génie masculin, les philosophes, les artistes, qui, dit-elle, sont portés à l'incantation solipsiste et au drame de la subjectivité percée,
eh bien, chez les femmes, il y a cette capacité de tendre vers l'autre, avec ce que ça comporte comme tendresse et tension, tel que la reliance maternelle le fait entendre. Pour autant, affirmer que pour une femme, et a fortiori pour une mère, il y a de l'autre dès le début, cette affirmation n'a rien d'idyllique, car c'est l'instabilité qui caractérise cette relation d'objet précoce. Instabilité toujours susceptible de virer à l'exaltation maniaque ou à la dépression et à l'agressivité. Lui ou moi, projection, identification et lutte. Ce drame est néanmoins aussi une chance, car la reliance permet à la mère d'élaborer le lien possible à l'autre, d'élaborer la destructivité pulsionnelle qui sous-tend toute espèce de lien, et que l'expérience de la mère peut toucher à vif. Quelle mère n'a pas vécu consciemment ou inconsciemment cette présence de la pulsion destructrice? Je l'aime et je le hais. C'est la raison pour laquelle, en pouvant traverser cette tension et cette destructivité, avec ces violences d'amour et de haine, que la maternité comme expérience, la reliance comme expérience, ressemble à une analyse des états limites et des perversions. Je partage l'avis de certains psychanalystes selon lesquels la sexualité féminine a besoin de la maternité pour vivre sa perversion et sa folie, et pour pouvoir les traverser, les élaborer et les sublimer. Ce qui veut dire aussi que c'est par la maternité que cette violence est perlaborée et dépassée. Séduction, fétichisation du corps de l'enfant et de ses accessoires, crise caractérielle, état maniaque, il n'est pas rare que la possibilité même de penser se trouve menacée sous l'emprise d'une telle passion chez la mère. Elle prend alors son sens sorcier, la mère sorcière, l'emprise des mères, à moins que ce ne soit celui de ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle les guerres ethniques. Les violences sont les plus graves quand on est des proches parents, les Juifs et les Arabes par exemple, les frères dans une fratrie, etc. On sait que ce sont les plus féroces et les plus difficiles à traverser. J'ai consacré une étude très particulière à ces tensions et ces agressivités dans les relations mère-enfant à partir de mon expérience clinique que je n'ai pas hésité à appeler une abjection, rejet de l'autre, ni sujet ni objet, mais abjection. Et beaucoup d'artistes contemporains consacrent leur œuvre à ces états de destructivité mère-enfant. Vous trouvez ça chez Céline, mais aussi chez des peintres contemporains comme des Kooning ou le Picasso, cubiste, etc. Mais puisque cette violence peut être sublimée, traversée et perlaborée, j'insiste sur un deuxième point dans la reliance que j'appelle le processus de détachement et de dépassionnement qui se produit dans la plupart des cas. Et c'est de lui que l'amour maternel prend définitivement sa force d'étayage psychique et vital. Puisque la plupart des mères ne font pas d'analyse, il faut bien admettre que quelque chose dans la structure même de la reliance maternelle favorise le métabolisme de la passion en dépassionnement, en sérénité. Je vous propose de considérer 3 facteurs internes à la passion maternelle elle-même qui permettent ce passage de la passion excessive jusqu'à l'abjection, jusqu'à la sérénité. La place du père, la temporalité dans l'expérience maternelle et l'apprentissage du langage. Je ne m'arrêterai pas au rôle essentiel du père et de son représentant, peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure. Il induit, je dis simplement rapidement, il induit une réappropriation de la structure triangulaire édipienne par la mère elle-même. Autrement dit, tout ce que la mère de l'enfant n'a pas vécu ou mal vécu ou toujours raté, ce qui est forcément le cas avec son propre père,
qu'elle a perdu, qu'elle est décédée trop tôt, qu'il y a eu des conflits, qu'il y a eu toutes sortes de problèmes ou des succès ou des joies, eh bien, toute cette trajectoire se revit dans les relations de la triangulation que suit l'accouchement et l'apparition de nouvel être vivant. La petite fille a souffert de cette triangulation, elle l'a peut-être ratée, elle va la reconstituer, la réparer et essayer de la rénover dans sa nouvelle relation. Ce versant mérite à lui seul une longue élucidation que je ne saurais faire dans le cadre de notre rencontre ce soir, mais j'aborderai les deux autres points qui permettent à la passion de devenir une sérénité. Ce sont le temps et le langage de la passion maternelle. On ne dit pas assez que l'apprentissage du langage par l'enfant est un réapprentissage du langage par la mère. Dans l'identification projective de la mère et de l'enfant, où je disais que chacun s'identifie à l'autre, chacun avale l'autre, possède l'autre, maîtrise l'autre, eh bien la génitrice habite la bouche, les poumons, le tube digestif de son rejeton et l'accompagne avec ses écholalies qui vont conduire aux signes, aux phrases, aux récits. Et l'infans, cette chair qui ne pouvait pas parler, devient un enfant, un sujet parlant par cet accompagnement langagier de la mère. Ce faisant, chaque mère accomplit à sa façon la recherche proustienne du temps perdu, c'est-à-dire qu'en parlant la langue de son enfant, une femme remédie pas à pas à ce que les cognitivistes appellent le drame de l'hystérique, à savoir qu'elle est découpée entre son corps et son langage. Elle a un corps intense, mais son langage n'arrive pas à suivre. Eh bien, en apprenant le langage infantile, elle s'approprie les affects élémentaires de l'enfant et les siens et arrive à essayer, en tout cas, de leur trouver, et parfois à réussir à le faire, des langages appropriés. Elle innove sa propre manière de se penser et se dire dans le monde. Et donc, elle remédie à ces clivages dans ce plan hystérique. Quant à la temporalité, vous savez que, et probablement ici dans le forum sur la philosophie, on l'a souvent évoqué, les philosophes, la philosophie occidentale en tout cas, réfère le plus souvent le temps au moment de la mort. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Heidegger va dans ce sens aussi. Cette mortalité hante bien sûr l'expérience maternelle aussi. Elle se trouve cependant dominée chez la mère par une autre césure, le temps du commencement. Bien sûr, les deux parents réalisent que la conception et l'accouchement sont des actes principiels, initiaux. Mais la mère l'éprouve plus fortement encore, de par l'implication du corps propre. Pour elle, ce nouveau commencement qu'est la naissance n'est pas seulement une conjuration de la mort. Les philosophes nous apprennent aussi que la liberté, par exemple, la logique de la liberté, ne réside pas seulement dans une transgression. Je ne suis pas libre en rejetant le système comme on le fait aujourd'hui et en promettant des chimères. Je suis libre en inventant de nouveaux rapports sociaux, par exemple, pour faire une allusion aux problèmes politiques que nous vivons. Donc la liberté, c'est non pas la cassure, c'est l'innovation, c'est le recommencement, c'est le temps de l'innovation, de l'initiative. Et nous avons, Winnicott, qui était très attentif à ces moments archaïques, trouvait aussi que le bébé n'entame sa sortie de l'utérus pour naître que quand il est suffisamment libre de ses mouvements, quand il a atteint une certaine autonomie, qu'il est capable de recommencer sa vie autrement. Une certaine autonomie donc est nécessaire pour vivre. Commencement et autonomie seraient, pour ce psychanalyste, l'envers et l'endroit d'un même état, d'une nouvelle liberté. Donc le temps de la mère est conforté et confronté par cette ouverture, ce commencement, ou à ces commencements au pluriel, lorsqu'elle met au monde plusieurs enfants, ou lorsqu'elle devient grand-mère avec ses petits-enfants. L'éphémère de la vie que nous donnons
éveillent inévitablement soucis et angoisses. Mais ces derniers se laissent recouvrir par l'émerveillement devant l'éphémère du recommencement. Il va recommencer ce que je n'ai pas fait. J'appelle cette expérience maternelle de la temporalité, qui n'est ni l'instant hors temps, ni l'irrémédiable écoulement du temps, lequel préoccupe l'homme plus facilement obsessionnel que n'est la femme. Je l'appelle ce recommencement que la maternité nous impose ou nous permet, la durée à force de recommencement. Être libre, c'est avoir le courage de recommencer. Telle serait la philosophie de la maternité. Alors, on peut voir dans cette espérance de recommencement une sorte de prétention phallique, du déni de la mort, d'un horizon paranoïaque, pourquoi pas. Ces dérives sont sous-jacentes à la reliance maternelle. On la trouve aussi chez les jeunes femmes désespérées. Je pense aux jeunes filles que je soigne à l'hôpital de la cité universitaire, dans la cité des adolescents de l'hôpital Cochin, qui se préparent à partir au Daesh pour se faire épouses prolifiques et mères de kamikazes. Leur dépression s'en verse en jouir à mort, en quelque chose d'extrêmement dangereux, à une puissance de cette jouissance, de cette plénitude, de ce recommencement impensé et inversé inconsciemment en morbidité. Donc il peut y avoir ces dérives. Il n'en reste pas moins que la temporalité de la passion maternelle veut avoir et peut avoir aussi une valeur analytique de détachement vis-à-vis de l'objet unique, d'invitation à la pluralité des êtres et des liens, qu'elle peut devenir aussi une source donc de dépassionnement et de liberté. On comprend que tout en étant donc un prototype de la passion humaine, la passion maternelle est aussi prototype de la déprise de la passion, qui permet à l'être parlant de prendre ses distances vis-à-vis de ces deux bourreaux que sont, selon les psychanalystes, nos deux supports passionnels, c'est-à-dire la pulsion et l'objet. Si j'ai une pulsion et je vais la satisfaire, c'est mon bourreau. Si je crois qu'un objet peut me satisfaire, le désir est fini et l'objet devient ainsi mon bourreau. Mais c'est par ce dépassionnement et cette sérénité dans la pluralité des liens que la maternité, la reliance, nous donne un exemple que peut-être la démocratie aurait intérêt à réfléchir. Donc, en parlant de cette pluralité des liens, un enfant, deux enfants, les petits-enfants et mon ouverture à la pluralité des liens, je risque de vous scandaliser en disant que la suffisamment bonne mère de Winnicott n'aime personne en particulier. Sa passion s'est éclipsée en dépassionnement. Il y a quelque chose de bouddhiste dans cette réflexion. Ce qui ne veut pas dire que ça se traduit nécessairement dans un désir monstrueux par indifférence, ce qui peut arriver, mais pas fatalement. Ça conduit en fait à la sérénité. Elle ne cultive pas de lien exclusif parce qu'elle est ouverte à tous les liens. En disant ça, je vais vous donner un exemple. Concernant le génie féminin, j'ai travaillé beaucoup sur les textes de cette grande écrivaine qui est Colette. Colette la bourguignonne, Colette des petits chats, des chiens, des fleurs et de l'amour. Eh bien, elle campe une mère idéale, la sienne, qui s'appelle Sido. Et Sido n'est autre qu'une femme qui refuse de voir sa fille, elle s'en déprend, parce qu'elle lui préfère l'éclosion probable d'un cactus rose. Colette l'invite à ses fiançailles, et la mère dit « Non, je ne viens pas parce que j'attends le cactus rose ». Ça pourrait paraître quelque chose d'absolument scandaleux. Eh bien, Colette est en extase devant ce comportement. Et elle comprend que la suffisamment bonne mère n'aime rien ni personne, sinon l'éclosion. Et je la cite, « l'éclosion possible, l'attente d'une fleur tropicale, suspendait tout et faisait silence, même dans son cœur destiné à l'amour. » Faisait silence, même dans son cœur destiné à l'amour. Je traduis cela de la manière suivante. Le cadre d'une passion unique, fût-ce la passion pour sa fille, paraît restreint à cette mère
plongée dans sa reliance et attentive à l'éclosion des autres autour d'elle. Parce que son cadre, entre guillemets, est celui du recommencement, y compris le recommencement cosmique. Nous sommes aux frontières de la paranoïa interne à la reliance de la maternité et en même temps dans quelque chose qui rend possible la traversée de la toute-puissance dans l'ouverture à la pluralité des liens. Freud disait qu'il réussit là où le paranoïaque échoue, c'est-à-dire le paranoïaque qui a toujours peur de l'autre et qui croit qu'il est attaqué, qui du coup devient lui-même attaquant. Et je dirais que la mère de Colette réussit en effet là où le désir paranoïaque de maîtrise, où la peur de ne pas être compris et d'être persécuté, de ne pas susciter le désir mais la haine, eh bien tout cela, l'abandonnisme ou le persécutionnisme sont abolis par cette capacité de vivre avec l'éclosion des liens autrui. Et c'est Colette qui finit par dire que l'écrivain de la famille, ce n'est pas elle, la grande Colette, c'est sa mère, en entendant par là l'écriture des liens personnels, des liens impersonnels, la reconstitution des liens. Donc la capacité de transmettre le goût et la saveur de la langue dans laquelle tu vas construire tes pluralités des liens vaut mieux que ma présence à côté de toi. Ta créativité m'importe mieux que de te pistonner, de te protéger ou de te faire compter uniquement sur ma protection. Alors, j'en arrive à une dernière partie de ce qui me paraît essentiel à ce que cette passion maternelle, cette reliance puisse se sublimer, c'est la capacité de la mère de transmettre le langage. On appelle d'ailleurs notre existence dans le langage un apprentissage de la langue maternelle. C'est parce qu'elle est une sublimation continue de l'entre-deux corps que la reliance maternelle rend possible la créativité de l'enfant. L'acquisition du langage et de la pensée par l'enfant dépend bien sûr de la fonction paternelle, tout autant que de la reliance maternelle. On peut d'ailleurs s'interroger parce que Freud, qui a découvert les femmes dès le début avec les hystériques, mais n'a compris l'importance de la maternité que tardivement, il disait aussi que les femmes sont inaptes à la sublimation. Encore une des grandes erreurs de ce grand Freud. Mais il l'a peut-être dit à propos des hystériques parce qu'il ne connaissait pas assez la sublimation dont sont capables les mères en transmettant en particulier la langue maternelle. Contrairement à l'hystérique, qui d'un côté sent intensément et d'autre part a l'impression que le langage ne correspond jamais à ses affects, la passion maternelle opère une transformation de la libido telle que la sexualisation, l'excitation, y compris organique, y compris sexuel, et tous les organes sexuels, est différée par le courant tendre. Notre collègue Derrida parlait de la différence avec un A. Différer, c'est-à-dire donner du temps et de l'espace à la pulsion pour qu'elle devienne une tendresse. Alors, dans cette différence de la passion en tendresse, l'exaltation narcissique, avec son envers mélancolique et jusqu'à la folie maternelle, cède devant ce que j'appellerais un cycle sublimatoire où la mère se pose et se différencie avec l'enfant. Qu'est-ce que c'est le cycle sublimatoire ? Freud avait observé, et c'est très important pour que notre comportement avec nos enfants nous permette non pas de leur transmettre des lois, des dogmes et de faire une emprise sur eux, mais les incite à la créativité. Et je vous donne un exemple d'un type de comportement qui peut inciter l'enfant à la créativité plutôt qu'à la soumission à une tradition. Je vous donne un exemple, la réflexion que Freud fait sur les mots d'esprit, où il parle d'un cycle sublimatoire qui s'institue entre celui qui parle et ce qui reçoit,
dans le cadre de la réception de mots d'esprit, où vous dites une charade ou quelque chose qui a un autre sens que l'autre doit découvrir et qui parfois piège, mais finalement on découvre et tout le monde rit ensemble. Alors, il nous dit dans ce cas que l'auteur du mot d'esprit neutralise ses affects, je vous raconte l'histoire mais je reste neutre, en communiquant une pensée apparente. Je me mets en retrait de mes pulsions et de la pensée latente que vous devez découvrir sous la charade ou sous le mot d'esprit, et je n'investis, je ne m'intéresse qu'à votre réaction. Et enfin, je trouve un grand plaisir avec vous quand vous comprenez le sens du mot caché, même si vous êtes fait piéger un petit moment dans cet échange. Eh bien, ce cycle sublimatoire du mot d'esprit me semble comparable à ce qui se passe dans les échanges optimaux de mots ou de signifiants, parce que ça peut être parfois des gestes, des éclats de voix, des intonations entre la mère et l'enfant. On émet d'abord un signifiant énigmatique, parfois verbal, parfois préverbal, retrait pulsionnel de la mère attentive à la seule réaction de l'enfant, encouragement donné à la réponse de l'enfant, la mère s'investit dans la réponse de l'enfant, elle se met en retrait et ce qui l'intéresse, c'est la réponse de l'enfant. Et enfin, de cette circulation, la mère obtient en retour une jouissance encore plus grande à la suite de la réponse de l'enfant qu'elle magnifie et encourage. Vous voyez qu'il y a là un relais de l'autre, relais de moi dans l'autre, et une jouissance qui, de fait qu'elle trouve une altérité, n'est pas mortifère et n'est pas une emprise, mais s'accepte dans le rire. Dans ce cycle sublimatoire, il y a évidemment la malice de la mère. On peut penser qu'une certaine perversité, agressivité joue au moment où l'enfant ne comprend pas encore, il se laisse séduire, mais ce qui compte, c'est qu'il puisse deviner et qu'il puisse retrouver lui-même le sens. Donc une certaine spiritualité, état d'esprit et créativité de son esprit à lui. La passion ambivalente, piégée, stimulée, s'inverse en incitation, en permission donnée à l'enfant de créer une langue propre, sa langue à lui, ce qui équivaut à choisir une langue étrangère à celle de la mère, voire une langue étrangère tout court. Alors dans cette attitude maternelle, je vois quelque chose de très significatif et très propre à la tendresse et à la reliance maternelle, et que les philosophes parfois ne repèrent pas, parce que les mères sont supposées manquer d'humour généralement et tout attachées à la tâche et à l'intendance. Pourtant, quelqu'un comme Hegel avait dit ceci, que je reprends pour finir: les femmes, peut-être les mères en particulier, sont, disait-il, l'éternelle ironie de la communauté. La phrase peut prendre plusieurs significations, rebelle, ironique, mais dans ce cas de transmission sans emprise, transmission qui incite la créativité de l'autre, je crois que l'idée de l'ironie qui refuse les calculs, les mots tout faits, les codes conventionnels est très présente. Pour le dire autrement, par le dépassionnement progressif et par son aptitude à la sublimation, la mère permet à l'enfant d'intérioriser et de représenter non pas la mère, mais la séparation, la distance. Je ne pense pas comme toi, je ne suis pas toi, j'accepte que tu sois absente. Et c'est cette inscription de la séparation dans la manière même de penser que la reliance maternelle transmet. C'est extrêmement essentiel et c'est ce qu'on essaye de dire quand on reçoit des couples ou des mères avec des problèmes d'échec concernant le statut de la suffisamment bonne mère. Ça suppose aussi, et je raccourcis parce que je pense que je dépasse un peu mon temps, une sorte de matricide symbolique de la mère. Elle n'est pas toute puissante. Elle accepte de ne pas être pour qu'il soit ou elle soit à sa place. Et c'est ce qui permet que le message d'emprise se transforme en message de mot d'esprit et favorisant ton esprit.
Ce qui fait que la mère transmettrait dans ce cas-là, avec l'ADN, les clés de la culture en tant que créativité. Donc vous voyez que la reliance maternelle nous est apparue comme clivée entre emprise et sublimation, pour finir, malgré et avec toutes ces ambiguïtés de violence et de tendresse que j'ai évoquées au début. Alors ce clivage, comment un être humain peut le porter? Est-ce que ce n'est pas trop? Ce n'est pas exorbitant pour les mères d'assumer tout cela. En effet, ça fait courir le risque permanent de folie, mais ce risque recèle aussi une chance perpétuelle de la culture. Les mythes religieux ont compris cette difficulté de la tâche maternelle. Ils ont tissé leur toile autour de ce clivage. Par exemple, dans le judaïsme, le mot nekev pour femme dans certains textes hébreux veut dire un trou. La femme est trou en hébreu, mais aussi reine de la Bible. On parle de la nécessité qu'elle se taise, qu'elle se laisse subir le matricide, si on veut, qu'elle disparaisse, en quelque sorte, qu'elle ne soit pas en position d'emprise, qu'elle me laisse vivre, mais qu'elle est aussi la reine dans la Bible. Et on sait combien le judaïsme a favorisé l'expression féminine, pour ne parler que du Cantique des Cantiques. La Vierge, en ce qui le concerne, est un trou dans la Trinité chrétienne. Père, Fils, Saint-Esprit, pas de mère dans cette constellation, mais reine de l'Église en même temps. Par ces constructions imaginaires, je dis que la religion s'adresse justement à l'insupportable de l'expérience maternelle, à la difficulté de la reliance. Elles la reconnaissent, elles la perpétuent peut-être, mais elles ne la réduisent pas. Elles la consolent, elles la glorifient, elles l'équilibrent. Une sorte de perlaboration de la folie maternelle en résulté, qui rendait possible, avant nous les humanistes sécularisés, qui rendait possible, et continue encore, mais parfois dans les marges et dans les excès, rendait possible l'existence d'une humanité accompagnée des mères et pourvue d'un appareil psychique complexe, capable de vie intérieure et de créativité dans le monde extérieur. Et je pense toujours qu'il faut voir cette reliance dans le triangle paternel, avec la participation du père que j'évoquais tout à l'heure sans avoir pu le développer. Maintenant, ces figures religieuses qui nous sont laissées en héritage sur l'expérience maternelle sont nombreuses. Je n'évoquerai trois pour finir. La béatitude de Marie, que vous avez vue, la nativité baignée de promesses et la jouissance maternelle captée dans le maternel de l'homme, qui emprègne la sublime esthétique de l'Occident chrétien, mais qui ont sombré quand il y a des crises de civilisation, comme le montrent les tableaux de naissance et de mort de Max Beckmann. Dislocation du lien social conduit à dislocation du lien maternel, c'est vice-versa. Et Hitler a flatté la maternité reproductrice, mais l'expérience maternelle n'a jamais été une préoccupation des régimes totalitaires. L'utilisation de l'utérus, oui, la maternité comme passion subjective, jamais. Ça, c'est une tradition qui nous reste à reprendre et à transvaluer. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que les racines chrétiennes de l'Europe sont à ignorer, ils sont à transvaluer. Je pense aussi, et je l'ai évoqué dans le film, à une autre forme de maternité, une autre tradition qui trace le mouvement de la chair vers l'image, en deçà et au-delà du son, dans la fraîcheur de sujets chinois, dans sa fraîcheur enfantine et calligraphique. Je ne développerai pas davantage, mais c'est un autre rapport des sexes dans la bisexualité psychique de chacun. Et puis, le rire de Sarah, qui altère à Sarah elle-même. Elle croit et ne croit pas, elle est double, elle est incrédule et confiante en même temps, disponible dans la fissure entre croire et ne pas croire. En analysant l'histoire des religions constituées, Freud a découvert la religiosité et le besoin de croire comme une composante universelle de l'expérience psychique.
pour les déconstruire indéfiniment par le désir de savoir et dans le droit des hommes et des femmes de disposer de leur corps et de recomposer leur famille. J'accepte cette déconstruction du religieux et en même temps la reconnaissance du besoin de croire comme composante humaine universelle. Et je distingue le religiéré qui célèbre ce besoin religieux de cette expérience maternelle qui est parallèle à ce religiéré, tout contre lui et autrement que lui. Une économie biopsychique, donc logiquement et chronologiquement intérieure et tout aussi universelle. La reliance maternelle, tout près, tout contre le religieux, et qu'il nous faut réhabiliter pour mieux transvaluer les traditions religieuses et pour mieux accompagner dans la sécularisation la passion maternelle, non pas comme une mécanique reproductive pour le marketing et le spectacle, mais comme une expérience de subjectivation élucidée. Je vais finir en disant qu'il nous manque une éthique qui ne serait pas une morale. Spinoza, qu'on trouve à la fin du film, pensait que la face intime de l'éthique, c'est l'amour. Et l'amour maternel, avec sa complexité telle que j'essayais de vous la transmettre, est une hérétique au sens de reconnaissance de l'amour, mais en même temps un amour qui n'ignore pas sa mortalité, sa violence et sa destructivité. Donc, je finis en prenant la phrase de Simone de Beauvoir qui disait « La femme libre est seulement en train de naître ». Je dirais pour ma part que sans l'émancipation du sujet femme dans sa maternité, la morale et l'éthique sont vouées à une idéologie sans éthique et qu'il n'y aura pas de femme libre tant qu'il nous manque une éthique du maternel. Elle est en train de naître et ce sera une éthique de la reliance. Merci de votre attention.